Il y a un poids que seul le silence porte, non pas le silence de la paix, non pas le silence du contentement, le silence de celui qui sait quelque chose, qui changerait tout et qui a choisi, pour des raisons qui paraissaient sensées à l'époque et qui l'ont été encore jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus, de ne rien dire. Ce silence possède une texture particulière. Elle se loge différemment dans votre corps. Elle occupe de l'espace. Elle exige d'être gérée. Chaque jour, vous devez prendre de petites décisions. Quoi dire? Quoi ne pas dire? Comment répondre à une question sans y répondre directement? Comment regarder quelqu'un qui vous fait confiance tout en sachant ce que vous savez? Avec le temps, on devient très bon dans ce domaine de gestion. Tellement bon qu'on en oublie parfois qu'on est en train de le faire. Et puis, il se passe quelque chose et le silence se rompt. Non pas parce que vous l'aviez planifié, non pas parce que vous aviez soigneusement choisi le moment, parce que le moment vous a choisi et ce que vous maîtrisiez depuis 15 ans a quitté votre corps pour entrer dans une pièce avant même que vous ne compreniez pleinement ce qui se passait. La pièce était une église. L'église pouvait accueillir 300 personnes. Et quand Céleste prit la parole, ils se turent tous sans exception. Non pas à cause de la façon dont elle l'a dit, à cause de ce que signifiait ce silence. Car dans une communauté où certaines choses sont comprises mais jamais nommées, où l'architecture de la vie sociale repose sur des accords spécifiques concernant ce qui est dit et ce qui reste dans l'intimité des familles. Et une femme qui dit toute la vérité en public ne fait pas qu'une simple confession. C'est un tremblement de terre. Je m'appelle Céleste. Et voici l'histoire de 15 années de silence et du jour où il a pris fin. Céleste Kouassi avait grandi à Abidjan, dans le quartier de Yopougon, dans une famille qui fréquentait l'église évangélique de la rue des Jardins tous les dimanches, sans exception. Bien plus qu'une simple présence, elle s'engageait pleinement. Son père, Papa Kofi, était diacre. Sa mère, Mama Adèle, dirigeait la chorale féminine. Son frère aîné a été animateur de jeunesse pendant 6 ans avant de partir pour la France. L'église n'était pas simplement le lieu où la famille Kouassi se rendait le dimanche. Elle était le cœur de leur vie sociale, le lieu où se nouaient et s'entretenaient les amitiés, où se concluaient les affaires entre personnes de confiance, assises sur les mêmes bancs, où les mariages étaient arrangés, célébrés et consolidés par la même communauté. Céleste avait grandi entièrement dans ce monde. Elle avait chanté dans la chorale. Elle avait enseigné à l'école du dimanche pendant 3 ans. Elle avait organisé les activités du groupe de femmes avec la compétence administrative particulière de quelqu'un qui comprenait que la logistique était une forme d'amour, qu'être préparé signifiait qu'on prenait les gens au sérieux. Elle avait été en tout point visible, une fille fidèle de cette église. L'église l'avait vue grandir. Elle avait célébré sa remise de diplôme universitaire. Elle avait célébré son mariage. C'était, plus tard, l'espace où elle avait porté son silence. Le nom de son mari était Aurélien Mensa. Il avait rejoint l'Église 12 ans avant leur mariage, tout nouveau membre, transféré d'une église de Grand Bassam lorsque son travail l'avait amené à Abidjan. Il possédait cette qualité particulière que certains hommes ont dans le milieu religieux. Une piété manifeste, une chaleur humaine, une disponibilité à servir comme il se doit. Il avait intégré l'équipe de prière. Au fil du temps, il était devenu l'un des hommes les plus respectés et les plus dignes de confiance de la congrégation. Papa Kofi l'aimait bien. Maman Adèle l'aimait bien. Le pasteur l'appréciait. Céleste l'avait apprécié, sincèrement, au début. Il l'avait courtisée avec la patience et la bienséance que sa famille attendait. Il avait suivi les procédures établies. Il avait été respectueux. Il s'était marié lorsqu'elle avait 29 ans. Il en avait 35. Le mariage avait eu lieu à l'église. 300 invités. Le pasteur avait officié. La chorale avait chanté. C'était, à tous égards, le début de la vie que la communauté lui avait inculquée. Elle avait trouvé les premiers éléments de preuve au cours de la 3e année.
Un message sur une tablette qu'elle partageait, un groupe qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une conversation partiellement effacée, mais pas complètement. Il en restait suffisamment pour distinguer les contours de ce qu'elle regardait. Elle était restée longtemps assise avec la tablette. Elle avait alors confronté Aurélien. Il avait d'abord nié, puis il avait avoué, puis il avait pleuré. Les larmes caractéristiques d'un homme démasqué, qui éprouve tous les remords qu'il juge nécessaires pour conserver ce qu'il possède. Il avait dit que c'était une erreur, mais il avait juré que cela ne se reproduirait plus. Il avait parlé d'attaques spirituelles, de faiblesse, du pardon de Dieu. Il les avait prononcées dans la langue de la communauté qu'ils habitaient tous deux. Et Céleste, qui était mariée depuis 3 ans à un homme en qui elle croyait, qui était la fille d'un diacre dans une église où le pasteur prêchait sur le caractère sacré de l'alliance, qui comprenait ce que signifiait le divorce dans le contexte social de Yopougon, avait tout entendu et elle avait fait son premier choix, le silence. Elle ne l'avait pas dit à ses parents, elle ne l'avait pas dit au pasteur, elle ne l'avait pas dit à sa plus proche amie de l'association féminine, Madeleine, qui aurait accueilli l'information avec amour, mais n'aurait pas su quoi en faire dans une église de cette taille. Et elle s'était dit « C'est mon mariage. Ce sont des choses qui arrivent. Dieu répare. » Elle s'était répété tout ce que le langage de la communauté offrait aux personnes dans sa situation, à celles qui avaient mis besoin d'une raison de rester. Et elle était restée. Elle avait continué la chorale, le groupe de femmes, l'école du dimanche. Elle avait cessé de l'enseigner, n'ayant plus pu maintenir ce niveau d'exigence. Mais tout le reste, elle avait maintenu la surface. Et sous la surface, elle avait commencé à savoir des choses qu'elle ignorait auparavant. La deuxième fois, c'était en 6e année. Des circonstances différentes, une même vérité essentielle. Cette fois, elle l'avait appris non pas par un appareil, mais par une personne. Une femme qui était venue la voir discrètement, devant le portail de l'église, un dimanche, mais qui lui avait dit qu'elle était désolée d'être celle qui lui annonçait la nouvelle. Céleste l'avait remerciée. Elle était rentrée chez elle en voiture. Elle était restée assise dans la voiture, sur la place de parking de leur immeuble, pendant 45 minutes. Puis elle était rentrée et avait préparé le dîner. La 3e fois, c'était lors de la 9e année. À cette époque, Céleste avait 38 ans. Au cours de ses 6 années de gestion, elle avait développé une qualité particulière que les membres de l'Église décrivaient comme une maturité spirituelle, un calme imperturbable, un ancrage profond, une capacité à recevoir des informations difficiles sans en être visiblement déstabilisée. Les jeunes femmes venaient lui demander conseil. Elle était respectée. Personne ne savait de quoi était fait ce calme. Personne ne savait que cette immobilité était la posture de quelqu'un qui porte quelque chose depuis si longtemps que le porteur est devenu naturel. La 3e fois, elle n'avait absolument rien dit à Aurélien. Elle l'avait simplement regardé par-dessus la table et il avait su qu'elle savait. Et elle avait su qu'il savait qu'elle savait. Et ils avaient continué à manger sans rien dire. Et c'est alors que Céleste avait compris que le silence était devenu autre chose. C'était devenu le mariage lui-même. Le mariage, c'était le silence. Le silence, c'était le mariage. Il ne faisait plus qu'un. Et il n'existait plus de version du mariage, même silencieuse, à laquelle revenir. Elle avait mûri cette idée pendant 2 ans. L'accord fut conclu un mardi matin. Pas de façon spectaculaire, pas comme une vision ou une révélation. Comme cette compréhension douce et précise qui survient après avoir longtemps tourné autour d'une chose et s'être enfin autorisée à se poser. Elle avait 39 ans. Elle portait cela depuis 9 ans. Elle allait le porter toute sa vie si elle ne le posait pas. Et pour elle, poser le dossier, elle le comprit enfin clairement, sans aucune concession de commodité. Poser le dossier ne signifiait pas reparler à Aurélien. Elle lui avait déjà parlé. 3 fois, elle avait affronté la vérité. Et 3 fois, cette confrontation avait engendré la même feinte démonstration de remords et la même perpétuation du même comportement. Le poser impliquait de parler, dans le seul espace où la parole avait un véritable poids dans la géographie de sa vie.
l'Église. Elle ne l'avait pas prévu pour ce mardi-là. Elle ne l'avait absolument pas prévu. La mésentente était née ce mardi-là et elle n'avait pas disparu. Elle avait passé les 6 années suivantes à se préparer. Elle ne voulait pas de spectacle public ni de drame. Elle ne souhaitait pas de punition. Elle ne voulait ni de la pitié de la communauté, ni de sa condamnation d'Aurélien, ni du spectacle particulier d'un mariage détruit en public. Elle avait passé 6 ans à construire ce dont elle aurait besoin, lorsqu'elle ne serait plus l'épouse de quelqu'un. Elle avait repris ses études, une certification professionnelle en conseil psychologique qu'elle repoussait depuis des années. Elle suivait les cours le soir et le week-end, tout en continuant à travailler et à maintenir les apparences. Elle avait économisé, soigneusement, sur un compte qui lui appartenait exclusivement. Non par tromperie, mais grâce à la même lucidité qui imprégnait tout ce qu'elle entreprenait. Elle allait devoir se débrouiller seule. Elle préparait le terrain. Elle avait aussi, et c'était ce qui l'avait le plus surprise, trouvé une conseillère. Une femme vivant dans un autre quartier d'Abidjan, qui ne connaissait pas la communauté de l'église Yopougon. Elle l'a consultée depuis 4 ans. Non pas pour qu'on lui dise quoi faire, mais pour avoir un espace où elle pouvait tout dire sans surveillance, où elle pouvait déposer le poids de 15 années, une fois par semaine, et respirer avant de le reprendre. Le conseiller lui avait un jour demandé « Pourquoi ne pas parler maintenant? Qu'attendez-vous » Céleste y avait pensé. « J'attends d'être prête », avait-elle dit, pas prête à prendre la parole, prête pour ce qui viendra ensuite. Le conseiller avait acquiescé. « C'est honnête », avait-elle dit. Ce jour arriva un dimanche de mars. C'est arrivé sans plan précis. C'est arrivé à cause de quelque chose qui s'est passé ce matin-là pendant l'office. Le pasteur prêchait sur l'alliance, sur la fidélité, sur ce que signifiait être une communauté où chacun se tenait responsable des valeurs qu'il proclamait. C'était un bon prédicateur, passionné, sincère, un homme qui croyait profondément en ce qu'il disait. Il a déclaré « Dans cette Église, nous ne nous cachons pas. Nous mettons les choses en lumière, car c'est dans la lumière que la guérison se produit. C'est dans la lumière que Dieu agit. » Aurélien était assis 2 rangs devant elle. Elle pouvait voir l'arrière de sa tête. Elle pouvait le voir hocher la tête. When il approuvait d'un signe de tête le sermon sur la nécessité de mettre les choses en lumière. Cela faisait 15 ans qu'il acquiesçait à des sermons comme celui-ci. Et quelque chose à Céleste, quelque chose de précis qui se construisait depuis 15 ans et qui attendait que le terrain soit prêt, a bougé. Elle n'avait pas prévu ce qu'elle ferait ensuite, mais son corps l'avait prévu. Son corps le préparait depuis 15 ans. Elle s'était levée. L'Église comptait 300 fidèles. Lorsqu'une personne se lève au mauvais moment pendant un office religieux, non pas pour prier, non pas pour répondre à un appel à la conversion, mais simplement au milieu d'un sermon, au milieu d'une assemblée assise. Il faut un moment pour que l'assemblée réalise. Puis ça s'est enregistré. Le pasteur avait cessé de parler. Aurélien s'était retourné. Et 300 personnes s'étaient tues. Céleste avait jeté un coup d'œil à la pièce. Elle avait aperçu le visage de sa mère dans la chorale. Maman Adèle, 62 ans. La femme qui l'avait élevée dans cette église, qui avait chanté dans cette chorale pendant 30 ans. Son visage se transformait déjà, l'expression si particulière d'une mère qui voit l'inévitable se produire et qui ne peut l'empêcher. Elle avait aperçu Madeleine, sa plus proche amie, 3 rangs à sa gauche. Madeleine à qui on ne l'avait jamais dit. Elle avait aperçu le pasteur, qui s'était interrompu au milieu d'une phrase et la regardait avec une expression oscillant entre la sollicitude pastorale et autre chose. Elle avait vu le visage d'Aurélien. Elle l'avait longuement contemplé. Et puis, elle prit la parole. Elle ne parla pas longtemps. Il est important de comprendre cela. Ce n'était pas une tirade. Ce n'était pas un effondrement. Ce n'était pas le genre de discours où l'on crie en prononçant des mots. C'était une déclaration, avec précaution, avec mesure. Dans le langage de la communauté, leur langage, le langage de l'alliance, de la fidélité et de la responsabilité que le pasteur venait de prêcher. Elle a dit « Pasteur, vous venez de dire que dans cette église, on ne se cache pas.
qu'on met les choses au grand jour. Cela fait 15 ans que je fréquente cette église avec quelque chose d'obscur. Je le révèle maintenant, au grand jour. Elle avait dit ce qui devait être dit. Pas tout. Elle n'avait pas été en colère. Elle n'avait pas voulu blesser plus que la vérité ne l'exigeait. Mais l'essentiel, ce qu'elle savait. Depuis combien de temps elle le savait? Ou est-ce que la structure du silence qui régnait dans cette communauté exigeait d'elle? Ce que ce silence lui avait coûté. Cela avait pris 4 minutes. Pendant ces 4 minutes, l'église resta complètement silencieuse. 300 personnes. Pas un toussotement, pas un mouvement. Le silence particulier d'une communauté confrontée à quelque chose qu'elle a reconnu. Car dans 300 personnes, il y en a toujours qui savaient du quelque chose, ou qui soupçonnaient quelque chose, ou qui avaient entendu quelque chose, et qui ont décidé de ne pas l'examiner, et qui ne sait pas encore quoi faire de cette reconnaissance. Quand elle eut fini, elle s'assit. Le silence se prolongea pendant 10 secondes. Puis maman Adèle s'était mise à pleurer dans la chorale, et les 10 secondes s'achevèrent. Ce qui suivit ne se déroula pas sans heurts. Ni rien de si réel n'est propre. Il y avait eu les conséquences immédiates. La cérémonie qui s'était terminée plus tôt que prévu, les conversations qui avaient éclaté dans tous les coins de la salle, le chaos organisé propre à une communauté confrontée à une situation à laquelle elle n'était pas préparée. Le pasteur était venu la voir ensuite. Il était resté assis avec elle pendant 1 heure. Ce n'était pas un mauvais homme. Elle ne l'avait jamais pensé. C'était un homme qui gérait une communauté et, ce faisant, avait étouffé certaines choses qui auraient tant dû être mises en lumière. Il l'avait regardée par-dessus la table et elle avait vu sur son visage qu'il était confronté à cette réalité. « Je suis désolé, » avait-il dit, « pour ma part de responsabilité dans cette affaire. » Elle l'avait regardé. La structure de cette communauté fait du silence le choix le plus facile, avait-elle déclaré. Je l'ai choisi pendant 15 ans. Je ne dis pas que vous auriez dû m'y contraindre. Je dis simplement que la structure devrait faciliter la prise de parole. Il avait hoché la tête. Il était resté silencieux pendant longtemps. Puis il avait dit « De quoi avez-vous besoin ?» C'était la bonne question. C'était la première fois que quelqu'un de l'Église posait la question. Aurélien avait quitté le bâtiment après les faits. Il n'était pas rentré ce soir-là. Il avait envoyé un message, 2 phrases qui sonnaient comme des excuses sans en être. Le langage particulier d'un homme qui comprenait que la situation avait complètement basculé et qui tentait encore de s'y adapter. Céleste avait lu le message. Elle avait posé son téléphone. Elle avait appelé sa mère. Maman Adèle était arrivée aussitôt, encore en robe de chorale, le visage marqué par tout ce qu'elle avait vu pendant l'office. Elle était entrée et avait longuement serré sa fille dans ses bras. Lors de leur séparation, maman Adèle avait dit « 15 ans ». « Oui », avait dit Céleste. « Tu as gardé ça pendant 15 ans sans jamais me le dire. »« Je protégeais la surface », avait dit Céleste. « La même surface que nous protégeons tous. » Maman Adèle s'était assise avec ça. Elle avait dit « Je dois le dire à ton père. »« Je sais », avait dit Céleste. « Je lui dirai avec toi. » Papa Kofi avait été diacre pendant 28 ans. Il en avait entendu des choses. C'était un homme qui comprenait que les gens étaient nana complexes et que l'Église n'était pas un lieu pour les personnes parfaites, mais pour celles qui s'efforçaient. Il avait entendu ce que sa fille avait dit. Il était resté parfaitement immobile pendant longtemps. Puis il avait dit « Cet homme se tenait dans ma maison. Il s'est assis à ma table. » « Oui, » avait dit Céleste, « et il se tenait dans l'église et acquiesçait au sermon sur la fidélité. » « Oui. » Papa Kofi avait regardé ses mains. « Je suis heureux que vous ayez parlé, » avait-il finalement dit. « Je regrette qu'il ait fallu 15 ans pour que cela soit possible. » Il avait regardé sa fille. Cela n'aurait pas dû prendre 15 ans. Il ne l'avait pas dit à elle, à lui-même, à la communauté qu'il avait servie pendant 28 ans et dont les structures avaient en effet de 15 années de silence le choix pratique pour sa fille. Il en avait pris note. Mais ce ne serait pas sa dernière conversation à ce sujet. La communauté a réagi comme toute communauté réagit lorsqu'une vérité est dite publiquement.
Certains étaient en colère contre Aurélien, d'autres étaient un et mal à l'aise face à la publicité faite par Céleste. Un malaise particulier chez ceux qui préfèrent que leur vérité reste confidentielle et maîtrisée. D'autres encore étaient reconnaissants en elle quelque chose qu'ils n'avaient pas su exprimer eux-mêmes. Madeleine était venue la voir le lendemain. Elle avait tenu les mains de Céleste à la table de la cuisine. Elle avait dit « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Céleste avait regardé son amie. « Parce que vous le dire aurait exigé que vous sachiez quelque chose dans une communauté où le savoir vous rend responsable, » avait-elle dit. « Je ne voulais pas vous imposer cette responsabilité. » Madeleine était restée silencieuse. « J'aurais voulu le porter avec toi, » avait-elle dit. « Je sais, » avait dit Céleste. « Je le sais maintenant. » La procédure de divorce a été finalisée dans les mois qui ont suivi. Pas rapidement. Ces choses-là ne se font pas vite. Mais ça avait bougé. Les avocats, les documents, la réalité administrative concrète du démantèlement d'une vie commune. Aurélien had moved out. Il n'avait pas contesté le divorce. Quoi qu'il ait été, il n'était pas du genre à regarder ses actes et à se battre ensuite pour le droit de les perpétuer. Il avait quitté l'église de Yopougon. Il était parti pour une autre congrégation, pas à Abidjan, dans une autre ville. Elle l'avait appris par des personnes qui l'avaient elle-même appris par d'autres. Et elle n'avait pas cherché l'information. Elle lui était parvenue. En l'entendant, elle s'était dit « Bien, c'est la bonne chose à faire. Commencer là où l'on est inconnu et bâtir quelque chose d'authentique sur cette sincérité. » Elle le pensait vraiment. Non pas parce qu'elle lui avait pardonné. Le pardon suivait son propre rythme, et elle y était engagée, mais n'y était pas encore parvenue, parce qu'elle croyait que les gens étaient capables de construire quelque chose de réel s'ils étaient honnêtes. Elle l'avait constaté en elle-même. 15 ans de silence, puis le discours, et enfin la construction qui s'était opérée durant les 6 années de préparation. Elle était en train de construire quelque chose de concret. La certification en conseil était devenue une pratique courante. Pas une grande entreprise. Elle ne cherchait pas à bâtir quelque chose d'important. Elle avait loué un petit bureau dans le quartier de Cocody, à l'écart de Yopougon et de sa géographie particulière. Sa clientèle était restreinte, principalement des femmes, issues pour la plupart de communautés religieuses et qui portaient pour la plupart des objets que leur communauté rendait difficiles à déposer. Elle les a rencontrés. Elle a créé un espace où la direction pouvait faire une pause, où l'on pouvait aborder ouvertement et sans conséquence le poids des responsabilités. Elle était douée pour ça, non pas parce qu'elle l'avait étudié et cela comptait, mais parce qu'elle l'avait pratiqué elle-même pendant 15 ans, puis y avait renoncé et avait connu l'autre côté de la barrière. Elle comprenait de l'intérieur ce que cela impliquait. Le pasteur avait lancé une nouvelle initiative au sein de l'Église, un espace d'écoute, un processus anonyme permettant à chacun de s'adresser à l'équipe pastorale sans subir le poids des regards indiscrets de la communauté. Non pas un substitut à la reddition de comptes, mais un chemin vers celle-ci qui évite que les moments les plus vulnérables ne soient aussi les plus publics. Il avait demandé à Céleste de l'aider à le concevoir. Elle avait dit oui, non pas parce qu'elle avait pardonné la structure, mais parce qu'elle pensait qu'elle pouvait être améliorée, qu'elle savait précisément à quoi ressemblerait une meilleure structure et qu'elle était disposée à partager. C'était le oui le plus compliqué qu'elle ait jamais prononcé. C'était aussi la plus honnête. Et maman Adèle lui avait dit quelque chose un dimanche après-midi, 6 mois après la cérémonie. Ils étaient assis dans la maison familiale à Yopougon. Ils buvaient du thé. La lumière du dimanche après-midi filtrait par la fenêtre comme toujours. Maman Adèle avait dit « Avant, je pensais que le plus important était de veiller à ce que la famille ait une belle apparence. » Céleste avait regardé sa mère. « J'avais tort ?» avait dit maman Adèle. « Le plus important, c'est que ma fille ne soit pas seule dans une pièce à porter un fardeau pendant 15 ans. » Elle avait regardé Céleste. « Si j'avais facilité les choses pour que vous me parliez plus facilement, si l'Église avait facilité les choses, vous n'auriez pas été seule. » Céleste avait tenu les mains de sa mère.
Je ne te l'ai pas dit, parce que je te protégeais aussi. Ise avait-elle dit, tu aimes cette Église, tu aimes cette communauté. Je ne voulais pas te mettre entre les mains quelque chose qui pourrait la détruire. Maman Adèle avait secoué la tête. Rien ne brise ce qui est réel, avait-elle dit. Seules les choses qui ne sont pas réelles se brisent lorsqu'on les regarde honnêtement. Céleste y avait longuement réfléchi. Rien ne peut briser ce qui est réel. Elle avait maintenant 45 ans. Elle avait son cabinet. Elle avait ses parents. Elle avait Madeleine, qui savait désormais tout et qui, suite à cette épreuve, était devenue plus proche d'elle qu'elle ne l'avait jamais été. La proximité particulière d'une amitié, mise à l'épreuve par la vérité et qui a résisté. Elle était toujours dans l'église de Yopougon. Cela a surpris certaines personnes. Ouais, ils s'attendaient à ce qu'elle parte, qu'elle aille ailleurs, quelque part sans cette histoire, quelque part qui ne porte pas le souvenir précis de ce dimanche de mars où elle s'était levée et avait pris la parole. Elle était restée, parce que c'était son église. Elle y avait grandi. Ses parents y étaient. La communauté l'avait déçue à certains égards et essayait de s'améliorer à d'autres. Elle était partie prenante à la fois de ses échecs et de ses efforts. Partir aurait été plus facile. Rester était plus honnête. Et l'honnêteté, elle l'avait appris à ses dépens, était le seul fondement qui tenait bon. Un dimanche de mars, exactement 4 ans après la cérémonie, le pasteur l'avait invitée à prendre la parole, non pas sur ce qui s'était passé, mais sur l'espace d'écoute, sur son utilité, son fonctionnement et son importance. Et où elle s'était tenue devant l'église, la même église, 300 personnes, certaines nouvelles, d'autres qui étaient là il y a 4 ans. Elle avait regardé la pièce. Elle avait repensé au silence, aux 15 années de silence, aux 4 minutes où elle l'avait rompu, à tout ce qui s'était passé ensuite. Elle avait commencé à parler, non pas du passé, du présent, de ce qu'elle avait appris, de ce qu'elle construisait et de ce qu'elle croyait possible pour une communauté prête à choisir l'honnêteté plutôt que la gestion des apparences. Cette fois, lorsqu'elle a pris la parole, la pièce n'est pas restée silencieuse car elle était sous le choc. Il était silencieux car il écoutait. Il y a une différence, et Céleste connaissait mieux que la plupart la différence.